Ouais, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau webinaire OMS. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Alix Souriceau, la DRH d'OMS. Ravie de vous retrouver ce matin en compagnie de Laurent. Laurent qui est comme vous indépendant du pool OMS, un des piliers du pool OMS. Voilà, en très brève introduction du propos de Laurent, on s'est parlé il y a plusieurs semaines de cela déjà, d'un concept, enfin entre autres choses, d'un concept que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant et que je connaissais pas bien, de l'économie de l'expérience, dont Laurent est expert. Et ben, en fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose voilà, à faire ensemble. Alors, à vrai dire, Laurent avait déjà dans sa besace pas mal de choses autour de, voilà, ce que vous avez dans le titre du webinaire, hein, la personnalisation de masse et l'économie de l'expérience, qui se répond à grande échelle. Donc, l'idée, c'est que Laurent va vous illustrer un peu ce matin ce que c'est que l'économie de l'expérience, avec au travers d'illustrations concrètes et tangibles. Et puis après, va vous présenter quels sont les impacts, évidemment, hein, sur les business models de nos chers clients. Voilà, en très brève introduction. Laurent, je te laisse prendre la Ouais, suite. merci Marie-Alix. Juste pour vérifier, je crois que tu as lancé l'enregistrement, non? Oui, oui, il est Ouais. enregistré. Ouais, ouais, ouais. Alors, bonjour à tous. Oui, merci Marie-Alix et Omès de me permettre de parler de ce sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai découvert ce concept il y a quelques années, le concept de l'économie de l'expérience, quand je travaillais chez Dassault Systèmes. Et depuis, ça ne m'a pas obsédé, mais ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'ai développé une réflexion sur le sujet que j'évangélise dès que je le peux, parce que je pense que c'est une tendance de fond qu'on observe déjà et qui va nous marquer. Donc, voilà un peu le sujet de la discussion. Moi, je m'appelle donc Laurent Fink. J'ai passé 25, voire même presque un peu plus, 25 ans dans le monde des technologies à usage professionnel. J'ai fait ça dans le monde du conseil, puis dans le monde des éditeurs de logiciels. Et ensuite, j'ai monté ma propre structure, mon cabinet. Je m'attache à travailler avec des clients, qu'ils soient des éditeurs ou des utilisateurs de solutions. Je m'attache à les aider à vendre et à réaliser la valeur économique des technologies de l'information, des technologies en général. Euh, et alors, voilà pourquoi je voulais parler d'économie de l'expérience. D'abord, l'économie de l'expérience, je vais l'expliquer ou l'introduire pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Je ne sais pas si c'est un concept qui est très connu. Enfin, en tout cas, moi, il ne m'était pas connu en 2017. C'est pourtant un vieux concept. À l'âge de ma fille, 1998, naissance de ma fille et naissance du concept de l'économie de l'expérience. En fait, dans la Harvard Business Review, deux chercheurs ont publié ce sujet que je vais essayer de vous résumer en 3 minutes. Et puis, par la suite, on comprendra en quoi je pense que l'économie de l'expérience devient une réalité. Alors, la thèse des chercheurs est la suivante. La thèse est de dire que le monde ou que l'économie du monde évolue aujourd'hui vers une économie de l'expérience et que c'est un aboutissement d'une série d'évolutions de ces économies qui était d'abord une économie il y a très longtemps basée sur des commodités qui sont ensuite transformées en des économies de produits pour devenir ensuite des économies de services et on rentre aujourd'hui dans une économie de l'expérience. Alors pour mettre un peu de concret là derrière, ça peut sembler un peu théorique voire ésotérique. Une commodité, c'est du blé, de l'eau, du sel, des choses qu'on trouve facilement et pas cher. Un produit, bah, c'est ce qu'on en fait, ces commodités, c'est du pain, avec du pain. Les services, c'est de l'assemblage de produits, donc c'est hamburger, c'est de la restauration. Et l'expérience, eh ben, c'est l'anniversaire chez McDonald's. Dans l'anniversaire chez McDonald's, effectivement, on mange des hamburgers, on mange des produits de base ou le service de base, on en profite de celui qui est proposé par McDo, mais il y a un ensemble d'animations autour. Et ça, ça participe plus de l'expérience que du service. Alors, cette évolution s'accompagne d'une augmentation des prix. À chaque fois, il y a une transformation, donc il y a une valeur qui est ajoutée. Et au total,
On bouge d'un monde dans lequel le temps est bien économisé, parce qu'effectivement, faire du pain ou acheter du pain, c'est économiser le temps de le faire. Acheter des hamburgers ou aller bénéficier d'un service de restauration, c'est économiser le temps de préparation des aliments. Dans l'expérience, on n'économise plus du temps, on le dépense intelligemment, on le dépense bien. Et c'est un changement que j'ai trouvé intéressant. Et finalement, les attributs d'une expérience, c'est des moments qui procurent des sensations, sont des moments qui sont mémorables. Une expérience, ça se vit. Et surtout, c'est la raison pour laquelle je l'ai entouré de rouge, une expérience, c'est quelque chose qui est personnalisé. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est un sujet aujourd'hui? C'est justement à cause de la personnalisation. Je pense que c'est un sujet parce que la technologie d'aujourd'hui, elle permet d'évoluer vers un monde dans lequel les offres seront personnalisées. C'est ce qu'on appelle la personnalisation de masse. La personnalisation de masse, finalement, c'est d'offrir des biens et des services personnalisés, mais au coût de revient de la production de masse. C'est ça qu'on mélange les deux termes. Ce que je cherche à dire, c'est que l'expérience, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau, hein. Les costumes sur mesure, bah, c'est une expérience. On vit un moment mémorable, c'est une sensation d'être accompagné par un tailleur et d'être conseillé. Euh, et puis surtout, le produit, il est parfaitement personnalisé. Et moi, je pense que un certain nombre de technologies vont permettre de diffuser ces produits personnalisés en masse par le biais d'économies substantielles sur les coûts de revient de cette expérience. Donc, c'est un ensemble de technologies qui sont connectées les unes aux autres et qui vont permettre de produire des biens personnalisés, mais au coût de revient de la production de masse. Alors, vous le voyez, hein, c'est la technologie qui est au cœur de tout ça et c'est la technologie qui va permettre ce changement. Alors, il y a deux éléments ou deux composants clés qui sont au cœur de ce changement. Il y a d'une part des technologies et d'autre part des plateformes. Le premier composant, la technologie, euh, permet de baisser les coûts d'accès à la technologie. C'est tout ce qu'on voit avec les solutions cloud, l'infrastructure as a service, le product as a service, le software as a service. Finalement, ces solutions permettent à des petites entreprises de bénéficier de systèmes dont elles n'auraient jamais pu rêver avant qu'il y ait le cloud. Plus besoin d'acheter des data centers et d'investir dans des supercomputers. On peut, par le partage de ces ressources, payer l'usage à la minute, à la seconde ou à l'heure de technologies qu'on n'aurait pas eu les moyens d'acquérir et dans lesquelles on n'aurait pas pu investir. Les technologies, c'est aussi des moyens de collecter et d'exploiter des données. L'intelligence artificielle dont on parle, c'est finalement des puissances de calcul appliquées à des volumes de données croissantes qui permettent d'extraire des informations d'un ensemble de données qui autrement ne sont que des données. Et puis, les technologies, c'est aussi des technologies qui permettent de transformer des opérations. Par exemple, l'introduction des imprimantes 3D qui permettent de complètement transformer la manière dont on fabrique certains objets. Ce n'est pas toujours rentable pour tous, mais pour certains produits, ça devient rentable et ça devient une manière d'envisager le manufacturing. Les transformations des opérations, c'est aussi les ERP, par exemple, l'automatisation des processus d'opération. C'est aussi des systèmes de conception assistée par ordinateur qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de faire un travail de meilleure qualité avec beaucoup moins d'erreurs et de fluidifier les communications. Donc, il y a plein d'exemples de transformation des opérations. Il y a la supply chain, il y a les Manufacturing Execution Systems, MES. Enfin bon, il y a des technologies indépendantes les unes des autres qui deviennent individuellement de plus en plus puissantes et pertinentes. Alors, ce qui change aussi, c'est que ces technologies, elles peuvent commencer à communiquer les unes avec les autres au travers des plateformes.
Les plateformes, c'est ce qui permet de bouger d'un monde où on avait une collection d'applications vers un monde où ces applications sont connectées les unes les autres. Les plateformes permettent la connectivité et donc la continuité digitale, et elles permettent d'envisager, d'automatiser des process de bout en bout. Ces deux composants sont ceux qui, à mon sens, vont permettre à l'ère de la personnalisation de Mars d'émerger. Donc les technologies, on en a parlé brièvement, mais bon, ça fait longtemps qu'elles sont là, mais elles deviennent individuellement de plus en plus puissantes. J'ai parlé du manufacturing, et puis j'ai parlé aussi du cloud. Je suppose que vous voyez ma petite souris qui bouge. Euh, je vérifie le temps, là, où est-ce qu'on en est. Euh, les réseaux sociaux et les moyens de communication, les moyens de connexion qui font que on est tous de plus en plus liés les uns aux autres et que finalement ces flux de communication sont aussi des données qui sont enregistrées. Effectivement, dans le monde de la recherche et du développement, dans le monde du marketing, de l'offre, du commerce et des interactions, l'explosion des volumes de données et l'explosion des puissances de calcul permettent d'extraire des informations de tous ces ensembles de données qui sont maintenant disponibles. L'Internet des objets, l'IoT, Internet of Things, c'est finalement de connecter ou de rendre chacun des objets avec lesquels on travaille, que ce soit un téléphone mobile ou alors des pompes industrielles dans une usine, c'est mettre des capteurs sur chacun de ces objets pour qu'ils s'échangent des informations et que des systèmes centraux puissent opérer des activités de contrôle et de management. Donc, il y a des impacts de ces solutions sur le manufacturing, les services, les opérations. On verra des exemples tout à l'heure de ces sujets. Dans le manufacturing, on en a parlé brièvement, l'impression 3D qui change quand même beaucoup, non seulement le mode de production, mais aussi la supply chain, puisqu'il n'y a plus besoin de faire des stocks. Il suffit d'avoir un plan et d'imprimer à la demande le produit dont on a besoin. C'est quand même un changement profond. Le manufacturing, qui est aussi influencé par la robotique et la cobotique. La cobotique, c'est l'alliance de l'homme et du robot, hein. C'est des squelettes mécaniques qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ingénierie et conception, avec les systèmes de conception assistés par ordinateur, qui vont quand même largement au-delà aujourd'hui de simplement la conception. C'est aussi de la virtualisation complète d'un produit avec toutes ses caractéristiques physiques, ce qui permet de finalement faire des crash tests sur des voitures virtuelles plutôt que de construire des voitures et faire des crash tests. Et on imagine bien la vitesse à laquelle on peut tester des variantes de plus en plus nombreuses de produits. Les systèmes de gestion qui transforment les opérations, on en a parlé, les systèmes ERP, les systèmes de PLM, Product Lifecycle Management, les systèmes de CRM qui transforment ou qui automatisent les relations avec les clients. Et puis enfin, un élément qui, moi, me semble extrêmement important, c'est le cloud. Comme je le disais brièvement tout à l'heure, le cloud, finalement, c'est une manière de donner ou de permettre à des petites entreprises, voire des startups, de s'équiper de moyens industriels euh, qu'elles n'auraient pas pu acquérir autrement. Netflix, Airbnb sont des petites entreprises, mais qui bénéficient des infrastructures d'Amazon et qui peuvent faire ce qu'elles font parce qu'elles ont accès à des data centers industriels et dignes de multinationales, alors que ça reste des petites entreprises, pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'employés. Donc, ces technologies, individuellement, elles changent et elles transforment profondément la manière dont les fonctions des entreprises sont effectuées. Et concomitamment à ces technologies, il y a l'émergence de plateformes. Et dans les plateformes, je vois trois dimensions de plateformes. Il y a des plateformes qui sont... Alors, les plateformes, hein, pour les définir brièvement, ce sont des systèmes qui connectent des applications les unes aux autres ou des systèmes qui connectent des technologies les unes aux autres et qui permettent d'éviter de faire du copier-coller à la main. Moi, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, je vois encore des gens qui reçoivent des fichiers Excel d'un client, qui l'ouvrent et qui en copient le contenu dans le système de l'entreprise. La plateforme, elle permet justement d'éviter cette saisie manuelle
qui est source d'erreurs et source de coûts. Et la plateforme, elle permet de connecter la demande client directement sur les systèmes de l'entreprise. C'est comme ça que je définis une plateforme, un système de connexion. Alors, moi, je vois trois modes de plateforme, trois types de plateformes. Des plateformes qui sont plutôt centrées sur les opérations internes de l'entreprise. C'est SAP, par exemple. Les ERP, c'est quand même des systèmes qui automatisent les processus existants et qui font qu'on fait la même chose, mais on le fait plus rapidement, on le fait mieux et on le fait moins cher. Mais on fait la même chose, mais différemment. Enfin, on fait la même chose, mais beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Donc, c'est SAP pour des processus d'entreprise, c'est VMware pour des processus informatiques, la virtualisation de VMware, la virtualisation des data centers, c'est de l'automatisation d'opérations de gestion d'infrastructures. Et c'est de l'automatisation parce que tous les produits de l'infrastructure sont virtualisés, donc deviennent eux-mêmes des fichiers et ils sont connectés par des logiciels. C'est Citrix qui virtualise l'espace de travail et qui permet de faire mieux ce qu'on faisait déjà auparavant. Et d'automatiser la gestion et le contrôle des assets. Et c'est ServiceNow qui introduit la notion de plateforme, qui permet finalement de connecter différentes plateformes sur une plateforme, ServiceNow, mais l'esprit est toujours le même, c'est de connecter des services les uns aux autres et d'automatiser les échanges de données, de les fluidifier et d'éliminer finalement les tâches à haute intensité manuelle et de les remplacer par des connexions. Ça, c'est plutôt pour les plateformes du domaine de l'opération interne. Il y a aussi des plateformes d'innovation. Ce sont des plateformes qui exécutent aussi des processus internes, mais qui sont destinées quand même à mettre sur les marchés des innovations, des produits. Ce sont des plateformes de conception de produits. Donc là, c'est plutôt le monde d'un Dassault Systèmes, d'un PTC, d'un Aras, d'un Siemens. Ce sont des plateformes qui permettent de virtualiser le produit et de virtualiser le processus de manufacturing. Donc, ce sont des plateformes qui permettent d'accélérer le cycle d'innovation, d'accélérer le design des processus de manufacturing, parce qu'on virtualise tout ça et on en fait des tests avant de construire l'usine ou de mettre en place les robots et la chaîne de production. Et ces plateformes permettent finalement d'accélérer le time to market, hein, de le diminuer, je veux dire, de réduire ce temps nécessaire à concevoir un produit, à en concevoir le process de fabrication et à le lancer sur le marché. Donc ça, c'est plutôt des plateformes tournées vers l'innovation. Et puis, il y a aussi des plateformes qui sont tournées vers le contact client, vers l'interaction avec l'individu. Salesforce, qu'on connaît tous, mais des nouvelles plateformes comme Twilio, MessageBird, Vonage, qui, elles, sont des plateformes qui vont personnaliser la communication, qui vont permettre à l'entreprise, Carrefour, Auchan, Air France, SNCF, de communiquer avec chacun des clients sur le canal de son choix. Donc, et ce sont des plateformes parce que, encore une fois, ces plateformes connectent tous les systèmes de l'entreprise à un ou plusieurs canaux de communication. Donc, ces applications, tous ces systèmes, toutes ces technologies que je vous ai montrées dans la slide précédente, se connectent les unes aux autres sur des plateformes, soit des plateformes dédiées aux opérations internes, soit des plateformes dédiées à l'innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits, soit des plateformes dédiées à la relation client. Et au total, cette convergence de technologies et de plateformes, de par l'automatisation qu'elle procure, l'automatisation de process existants qu'elle procure et la connexion de systèmes qui auparavant ne se parlaient pas, ben, cet effet, c'est d'augmenter l'agilité et fortement et de diminuer fortement les coûts. On augmente l'agilité parce que quand on élimine les temps de reprise de données
et de connexion manuelle et qu'on remplace ça par de la connexion informatique, bah, ça va beaucoup plus vite. Et puis, on en diminue les coûts parce qu'on élimine tous les coûts de tâches à haute intensité manuelle qui finalement apportent très peu de valeur. Et cette combinaison d'agilité augmentée et de coûts diminués fait que l'entreprise peut commencer à personnaliser des produits, des relations, un usage et à adapter de mieux en mieux l'offre aux besoins du marché. Donc, pour le résumer, hein, c'est cette connexion de systèmes sur des plateformes et de systèmes de plus en plus puissants qui fait que l'agilité des entreprises est augmentée et que le coût de revient d'un changement devient de plus en plus faible. Agilité augmentée, coût de revient de plus en plus faible, c'est l'ouverture à la personnalisation. Alors, il faut se rendre compte quand même que chacune de ces technologies, euh, elle bénéficie d'une augmentation de la puissance de calcul et de la puissance de traitement euh, qu'on a quand même du mal à imaginer, hein. La puissance des technologies actuelles, elle alimente cette tendance, justement. Là, je vous montre deux graphiques. À droite, c'est la fameuse loi de Moore, là, mais sur une échelle logarithmique, donc on ne voit pas l'exponentielle, on voit plutôt une droite, mais qui montre l'explosion de la puissance de calcul depuis 1993. Finalement, entre 1000 et 1 milliard, c'est du fois 1 million, là, hein. Et tout ça en 25 ans. En 25 ans, la puissance de calcul, bon, des superordinateurs peut-être, mais enfin, la tendance, vous le verrez sur un autre slide, elle est la même pour les PC, les ordinateurs et les téléphones mobiles. La puissance de calcul multipliée par 1 million en 20 ans. Et en même temps, l'explosion des volumes de données. C'est la courbe de gauche que je vous ai montrée, que je vous montre là, qui vient de IDC, hein, un analyste, un cabinet d'analystes. On parle ici de zétaoctets. Alors, un zétabyte, c'est 10 puissance 21 signes, hein. C'est des chiffres inimaginables. Mais bon, comme ça ne veut pas dire grand-chose, traduisons-le en des termes un peu plus simples. Là, entre 2022 et 2023, on augmente la quantité de données enregistrées dans le monde de 23 zétabytes. Alors, 23 zétabytes, ça ne veut pas plus dire grand-chose qu'un zétabyte. Maintenant, si on traduit ça en des caractères imprimés sur des feuilles A4, les données supplémentaires, donc ces 23 zétabytes, correspondent à des caractères imprimés sur des feuilles A4, empilés les unes sur les autres, de la Terre à la Lune, 2 millions de fois. Hein. Donc c'est ça le volume de données, mais c'est le volume de données, c'est l'incrément des données, hein. C'est l'incrément des données de 2022 à 2023. Euh, et alors, ce que je cherche à illustrer avec ça, c'est que euh, ben, la puissance de calcul s'appuie, enfin, ou alors les données s'appuient sur cette puissance de calcul, on le voit un peu comme on veut, mais c'est l'un et l'autre qui permettent justement d'extraire des informations de toutes ces données qu'on a, mais d'extraire des informations qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir extraire de par le passé. J'ai un graphe ailleurs, mais que je n'ai pas montré là, qui montre le volume de données qui est utilisé par les systèmes d'intelligence artificielle, les ChatGPT et les autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Et on parle ici de milliards d'informations qui sont nécessaires à entraîner ces moteurs. L'intelligence artificielle et les technologies, c'est ça, hein, c'est de la puissance de calcul appliquée à des volumes de données qui sont en augmentation explosive. Donc, puissance de calcul d'un côté, volume de données. Et de l'autre côté, effondrement des coûts. L'effondrement des coûts, c'est la diffusion de ces technologies. Là, je vous montre un graphe que j'ai récupéré sur The Economist qui montre le volant de baisse et d'effondrement de ces prix. Encore une fois, c'est des échelles logarithmiques. Sur 50 ans, le prix de revient a été divisé par un facteur de l'ordre de 10 milliards. En 25 ans, c'était 1 million et en 15 ans, c'est 1000. Donc en 15 ans, le coût du calcul est divisé par 1000. En 25 ans, il est divisé par 1 million. Ça explique pourquoi ces technologies se diffusent.
elles se diffusent parce qu'elles deviennent abordables à fort de vol. Et donc au total, il y a des auteurs qui disent qu'on entre dans la deuxième partie de l'échiquier, ce que je trouve être un concept intéressant. La deuxième partie de l'échiquier fait référence, vous connaissez certainement cette histoire d'un d'un Maharaja indien qui a récompensé un de ses sbires en lui disant que veux-tu? Et le type lui dit moi je voudrais un grain de riz sur la première case de l'échiquier et ensuite le double de case en case. Et le Maharaja dit ok, pas de problème, on va faire ça. Il n'y arrive jamais parce qu'effectivement, 2 puissance 64 grains de riz, ça représente à peu près le quart ou la moitié de la surface de la Terre. Hein. Et pourquoi je parle de 2 puissance 64? C'est parce que euh, la loi de Moore parle d'un doublement de la puissance de calcul tous les 2 ans. Hein, et donc déjà, en 50 ans, on a eu un facteur 2 puissance 25 entre le premier ordinateur ou le premier mainframe IBM introduit en 1964. Entre ce premier mainframe et puis les supercomputers là, de 2022, on a 50 ans qui se passent, c'est-à-dire 2 puissance 25, enfin un facteur de l'ordre de 2 puissance 25 dans l'augmentation de la puissance de calcul. Et 2 puissance 25, ce n'est pas encore les 2 puissance 32 qui seraient la moitié de l'échiquier. Et donc j'utilise cette image, et je suis pas, enfin c'est pas moi qui l'utilise, hein, je reprends cette image qui a été donnée par quelques auteurs pour expliquer que le monde dans lequel on entre, euh, c'est compliqué d'essayer de l'estimer à l'aune de ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est bien ça le principe de l'exponentiel, c'est que c'est pas linéaire. Donc, imaginez demain sur la base de ce qu'on a vécu, c'est difficile. Donc, on entre dans la deuxième partie de cet échiquier. On va voir ces explosions de puissance de calcul et de volume de données, cet effondrement des prix, se diffuser de plus en plus dans le monde. Et pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, on va rentrer dans un monde dans lequel la personnalisation de masse sera la norme. Personnalisation de masse, ben c'est ça l'économie de l'expérience. L'expérience étant quelque chose qui est vécu, mémorable, mais surtout personnalisé. Et à mon sens, la conséquence de tout ça, qu'on observe déjà aujourd'hui, je vous passerai quelques exemples dans les slides qui viennent, c'est qu'on va bouger d'un monde dans lequel les entreprises sont focalisées sur le produit, elles fabriquent un produit et ensuite elles se demandent comment est-ce qu'on va le mettre sur le marché, quelle est la taille de marché, comment je segmente mes marchés et comment je fais mon plan marketing pour vendre mon produit sur ce marché. On va rentrer dans un monde dans lequel chacun des clients va être un marché à lui tout seul. Chacun des clients, chaque client individuellement va être le centre du modèle d'affaires de l'entreprise. Alors ça fait un peu tarte à la crème, on le dit depuis longtemps. On dit tout le temps que le client est au centre du business model des affaires. Moi, je crois que ce n'est pas vrai, c'est le produit qui est au centre du business model. Comment est-ce que je fabrique mon produit et comment je le vends? Là, on va rentrer dans un monde où on va se dire de quoi a besoin chacun des clients, chaque client individuellement, et comment je réponds à ce besoin, sachant que je peux le faire parce que les technologies me permettent de personnaliser mes offres au coût de revient de la production de masse. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce concept, parce qu'il mélange un concept et une observation ancienne. L'expérience, ce n'est pas nouveau, les costumes sur mesure, ça existe depuis longtemps, mais l'alliance ou l'impact des technologies fait que cette expérience va se diffuser dans le monde de l'entreprise et sur les marchés. Alors j'ai quelques exemples qui illustrent ces mouvements qu'on observe déjà, et je vais vous en exhiber quelques-uns. La personnalisation de masse, elle est déjà à l'œuvre dans certains métiers. Là, j'ai découvert récemment les nouveaux ateliers, une entreprise parisienne qui fait des costumes sur mesure, mais au prix de la production de masse, enfin presque. Hein. C'est quand même pas du prêt-à-porter de chez Zara, c'est toujours un petit peu plus cher, mais quand même, le premier costume sur mesure, ils le sortent à 900 euros. Alors, ça marche par une prise de mesure
automatisé dans une cabine où vous vous mettez en sous-vêtements et le système prend 1500 points de mesure en un clin d'œil. Bon, à partir de là, il y a toujours le problème de la fabrication qui se fait en Europe pour que ça soit un peu moins cher qu'en France. Et puis, il y a quand même une phase de retouche et d'essayage après. Mais il y a quand même ce temps qui est gagné et le coût de ce tailleur qui est économisé pour la première prise de mesure et le premier rendez-vous. Donc ça, c'est un premier exemple d'une tendance à la personnalisation presque au prix du prêt-à-porter. Radiant, c'est une entreprise allemande qui vous propose de faire des bijoux uniques et personnalisés à l'unité. Et ils font ça avec de l'impression 3D. Vous avez un système de CAD sur votre PC. Alors après, il faut apprendre à s'en servir, c'est jamais très simple. Mais vous avez quand même les moyens, à travers le web, de dessiner votre bijou, euh, exactement celui que vous voulez. Vous l'envoyez en prod et ils vous le sortent. Ils vous le sortent à l'unité. Alors, il y a différentes techniques, hein. Effectivement, on n'en est pas encore à imprimer en or ou en argent, mais ça va venir, hein. Les progrès de l'impression 3D sont aussi phénoménaux. Mais voilà une première tendance, hein. Je dessine mon bijou, je le fais imprimer, 2 semaines plus tard, je le reçois. C'est quelque chose qui est unique, personnalisé, qui n'existe pour personne d'autre, et c'est sorti au prix de revient de la production de masse. Dans les services, euh, vous connaissez Deezer, vous connaissez Spotify. Je crois que Spotify fait la même chose que Qobuz que j'illustre ici. Qobuz me fait une playlist hebdomadaire qui correspond à mes goûts. C'est-à-dire qu'ils vont scanner ce que j'ai écouté, mes playlists, mes favoris. Ils vont en sortir des modèles à travers ces graphes que je vous montre. Là, c'est une alliance qu'ils ont faite avec une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse presque psychologique d'un individu selon ce qu'il écoute comme musique. Mais appliquer ce modèle et donc cette compréhension qu'on a de Laurent Fink ensuite à la base de données de 40 millions de titres de covers leur permet de me faire une playlist hebdomadaire qui est censée correspondre à mes goûts. Et effectivement, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais il m'est arrivé plusieurs fois de découvrir des groupes que je ne connaissais pas et qui correspondent exactement au style de musique que j'aime. Ça aussi, c'est de la personnalisation de masse, parce qu'il y a autant de Cobuzz Hebdo qu'ils ont d'abonnés, et c'est un logiciel qui fait ça, c'est pas quelqu'un, c'est un logiciel. Tout ça est tellement automatisé que finalement, le coût incrémental de traiter un cas supplémentaire, le coût marginal est nul. Et donc, c'est de la personnalisation de masse. Flint Media, c'est une start-up que j'ai connue il y a quelques années déjà, qui se propose de vous faire des revues de presse personnalisées. On entraîne un réseau de neurones au fur et à mesure des articles qu'on lit. On explique à ce réseau de neurones qui me correspond à moi et qui ne sera pas le même que le vôtre, les articles que j'aime, les articles que je n'aime pas sur une thématique particulière. Et au fur et à mesure de l'entraînement, ce réseau de neurones, chaque semaine, me propose des articles qui vont m'intéresser et qui même vont sortir peut-être un petit peu du cadre de ce que j'ai prédéfini comme thématique à étudier, mais qui vont quand même répondre à des centres d'intérêt. Ça aussi, c'est de la personnalisation de masse. C'est de la personnalisation d'une revue de presse au coût de la production de masse, au coût de ce que ça coûterait de le faire pour 100 000 personnes. La personnalisation des usages aussi. Là, professionnellement, j'exhibe le cas de Rolls-Royce, de General Electric, de Pratt Whitney, qui sont des entreprises qui vendaient avant des moteurs d'avion, et qui aujourd'hui vendent du moteur d'avion as a service. C'est-à-dire qu'ils ne vendent plus un moteur d'avion, ils vendent euh, le moteur à l'heure de vol. Et dans l'heure de vol est inclus non seulement le prix de fabrication,
mais aussi le coût de la maintenance, parce que ces moteurs sont euh, remplis de capteurs, et pendant le vol du Paris-New York, ces capteurs, ils envoient des informations à 4 centraux dans le monde. Donc tous les moteurs qui sont en vol envoient des informations à des centraux dans le monde. Et ces centraux en font de l'analyse, donc vous imaginez le volume de données, et ces centraux sont capables de dire, tiens, le Paris-New York, là, il va falloir faire une opération de maintenance à l'atterrissage, parce que sinon, l'avion risque de ne pas redécoller de New York. Et donc, les équipes se mettent en branle avant l'atterrissage. Pendant que les passagers débarquent, on fait les opérations de maintenance qu'il y a à faire. Et l'avion peut repartir à l'heure, sans retard. Et tout ça, c'est contenu dans le prix de l'heure de vol qui est facturé au client. Donc, c'est du product as a service. Pourquoi c'est de la personnalisation? Parce que c'est de la personnalisation de l'usage, c'est de la maintenance qui dépend de l'état du produit lui-même, de chacun des moteurs. Donc, ces technologies permettent non seulement de personnaliser un produit en service, mais elles permettent aussi de rentrer dans un monde de location des produits et non plus d'acquisition d'un produit. De location d'un produit avec tous les services attachés, notamment les services de maintenance. HP fait ça aussi avec ses ordinateurs, mais aussi avec, enfin, avec ses PC, hein, mais aussi avec d'autres produits, les imprimantes. Moi, j'ai une imprimante qui communique avec HP et qui informe HP quelques jours avant que mes cartouches sont vides. Donc, je reçois ça par la poste et je le reçois quand il le faut, ni avant, ni après, mais au moment où j'en ai besoin. Tout ça pour un abonnement mensuel que je paye selon le nombre de pages que j'imprime. Ça aussi, c'est de la personnalisation de l'usage. Et aujourd'hui, HP va déployer des offres de personnalisation de la maintenance des PC dans les entreprises en mettant toujours pareil des capteurs sur les PC qui vont informer les centraux que tel ou tel PC a besoin d'une opération de maintenance d'ici quelques temps pour éviter de tomber en panne. Charge à HP de venir faire un remplacement temporaire pour faire l'opération de maintenance de manière transparente au client. Ça aussi, c'est de la personnalisation de masse, puisqu'on adapte à chacun des cas particuliers des opérations de maintenance. Enfin, dans les relations et dans les influences, dans les relations et l'influence, on l'observe, cette personnalisation. Là, j'exhibe le cas de ces solutions de communication platform as a service, qui sont encore pas très très connues, mais qui vont changer la donne dans la relation client. Ce sont des systèmes qui permettent d'établir une communication avec Marie-Alix ou avec moi selon le mode selon le canal de communication que je choisis. Donc, c'est parfaitement adapté à mon choix, que ce soit du SMS, de la voix, du WhatsApp, du Messenger, c'est ce que je veux. Mais surtout, ces systèmes se connectent au système de l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'un jour, enfin, c'est la promesse ou le use case qu'exhibe MessageBird, un jour viendra où je recevrai un WhatsApp en me disant ton vol de 18 heures pour rentrer de Londres à Paris est en retard. Tu as trois options. Selon tes goûts, on a remarqué qu'en général, tu préfères voler le lendemain, on te paye une chambre d'hôtel et demain, on te met dans le premier vol. Mais on te laisse quand même l'option de prendre l'Europe-Star ou l'option numéro 3 qui est d'attendre le vol de 23 heures. Et selon ce que je vais choisir sur WhatsApp, je vais taper 1, 2 ou 3, ben mon choix va être automatiquement processé par ces plateformes qui connectent les systèmes les uns aux autres, internes ou externes à l'entreprise, et qui vont complètement fluidifier et automatiser le traitement de mon cas. Donc du coup, j'ai plus besoin de passer 45 minutes au helpdesk d'Air France pour essayer de trouver une solution et expliquer 3 fois le problème qui se pose à moi. J'ai un système qui automatise toutes ces actions. Moi, finalement, j'ai un service qui est personnalisé, ultra rapide, qui correspond à mon besoin. Je ne perds pas de temps, ça me fidélise énormément. Ça, c'est dans la relation client. Et puis, j'ai un autre exemple qui est un petit peu moins sympa. Vous avez dû entendre parler de Cambridge Analytica, hein, avec l'impact de ces solutions sur le Brexit et l'élection de Trump en 2017. Mais le principe de Cambridge Analytica, ça a quand même été de rassembler sur chacun des électeurs
donc des millions d'électeurs, un nombre important de données. Je sais qu'une entreprise avait développé, dans le cadre de cette élection de Trump, une base de données avec 5000 colonnes par électeur, 5000 colonnes qui contribuent à l'élaboration d'un modèle de comportement de chacun des électeurs. Et ça, associé avec des moyens de communication qui, à l'époque, étaient Facebook, a permis d'envoyer des messages ciblés à chacun des électeurs dans les swing states, un message ciblé destiné à l'influencer personnellement compte tenu de son profil psychologique. Ça, c'est quand même de la personnalisation à outrance. Et c'est de la personnalisation qui a un impact certain et sérieux sur le comportement des gens. Et tout ça, c'est le résultat de ces puissances de calcul et de ces mélanges entre puissance de calcul, moyens de communication et volume de données dont on arrive à extraire de l'information. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Hein. Tout ce que je vous montre là jusqu'à présent, c'est ce qui existe. Hein. Mais on va rentrer dans un monde qui va poursuivre cette tendance. Là, je vous montre la nouvelle manière qu'ont les entreprises, ou que peuvent avoir les entreprises, d'élaborer de nouveaux produits. Ça s'appelle le Generative Design. Là, c'est du CATIA, hein, c'est l'outil de conception assistée par ordinateur de Dassault Systèmes. Je ne vais pas l'appeler Dassault Systèmes, hein, Siemens a le même, PTC a le même, etc. Ils ont tous la même stratégie de développement des capacités de Generative Design. Mais enfin, plutôt que de demander à un ingénieur de dessiner la pièce, de la tester actuellement en termes de comportement et de résistance physique, ben, l'ingénieur donne les contraintes. Il dit voilà, cette pièce doit résister à telle et telle force, voilà les conditions de température et de pression. Et le système va tester des milliers de configurations possibles jusqu'à ce qu'il exhibe la configuration qui réponde aux contraintes qu'on lui a données et qui répondent aux contraintes aussi économiques. Et en l'occurrence, là, ça c'est une pièce qui lie un moteur d'avion à la carlingue ou à l'aile, donc une pièce un peu importante quand même. Ben, on arrive à économiser 75% du poids de la pièce, et avec les mêmes caractéristiques. Et là, à droite, c'est un exemple de ce que les solutions de generative design, donc des designs conçus par ordinateur et par des systèmes d'ingénierie sans intervention humaine, voilà ce que ça peut donner d'une pièce à l'autre pour la même fonctionnalité. On va rentrer dans un monde dans lequel l'ordinateur va pouvoir concevoir une pièce qui répondra à nos besoins. La médecine du futur, on en parle, on en a parlé. Ce n'est pas encore tout à fait une réalité parce que les sujets sont quand même hautement complexes. Mais quand même, Roche, Sanofi ont fait l'annonce de vouloir investir dans la médecine du futur qui est décidée par le big data. La médecine du futur étant, selon eux, une médecine personnalisée, hein, et qui tient compte des caractéristiques biologiques de chacun d'entre nous pour prévoir le meilleur médicament compte tenu de qui je suis. Donc, une médecine personnalisée, participative, prédictive, préventive. On comprend aisément que c'est une médecine qui n'existe pas sans des puissances de calcul phénoménales et des volumes de données phénoménaux. À droite, j'exhibe ici l'entraînement d'un chirurgien sur le double numérique. Moi, j'avais commencé à travailler avec un chercheur de l'école des mines de Saint-Étienne qui faisait une modélisation en 3D du corps d'un patient de manière à ce que le chirurgien puisse préparer son opération de manière virtuelle avant l'intervention. Il s'agissait de mettre des stents dans des veines, donc il y avait un maillage en 3D de la partie qu'il fallait opérer, et ça permet au médecin, enfin au chirurgien, à l'avance, de deviner les problèmes qu'il va rencontrer lors de l'intervention physique, et donc de s'y préparer et de décider s'il rentre dans la veine d'une manière ou d'une autre. C'est le double numérique, le jumeau numérique, ça n'est pas qu'une question industrielle, hein.
c'est aussi une question biologique. On commence à travailler sur le jumeau numérique de l'homme. Et il y a des sociétés de recherche qui élaborent des médicaments et des traitements sur la base d'un jumeau numérique humain. Donc ça aussi, hein, c'est puissance de calcul et puissance de traitement de volume d'information de plus en plus croissant. Et puis, il y a l'impact qu'auront ces solutions sur le travail, sur le mode de travail. Donc là, on retourne à l'intérieur de l'entreprise. Hein. C'est plus de la médecine ni de la préparation d'opérations, mais la vision de Citrix en 2021, c'est de dire, comme je virtualise tous vos PC et que je peux mettre ça dans le cloud, euh, je vais avoir un système qui a tous les PC virtuels de l'entreprise et qui donc peut apprendre pour chacun d'entre nous la manière qu'on a de travailler. J'ai remarqué que Laurent, il est manager d'une équipe de 10 personnes. En général, le lundi matin, de 9 à 10, il commence par signer les notes de frais de son équipe. Je sais que c'est son comportement, je lui prémâche le travail et je lui propose de 9 à 10 un ensemble de notes de frais à signer avec déjà une analyse de l'impact sur le budget. Ça, c'est la vision du Citrix Workspace qui allie des moteurs d'intelligence artificielle ou au moins d'analytics euh, euh, qui vont apprendre le comportement de chacun des employés sur la base de ce qu'ils feraient réellement. Ça va aussi changer la manière dont les gens travaillent. Puis aujourd'hui, hein, même sans parler de ça, sans parler de Citrix, on a tous entendu parler de Copilot avec Microsoft. Moi, je l'ai vu à l'œuvre chez des clients. Effectivement, en 3 minutes, ils vous sortent une présentation qui est pertinente, bien construite, propre, et qui correspond à l'ordre que l'individu a donné à la machine. Et puis ServiceNow, qui fait une plateforme de plateforme, dont l'objectif est d'automatiser les process qui sont à connecter d'un système à l'autre. Et donc, c'est une plateforme low-code qui permet, la vision de ServiceNow est de permettre à chacun des employés, un jour, de faire presque sa propre application, parce qu'il n'aura plus besoin de coder, il n'aura qu'à bouger des boîtes et dessiner des process, et le système construira les connexions qu'il faut établir entre un SCP, un PLM ou une supply chain, pour que le travail de l'employé soit au maximum automatisé, enfin pour ce qui peut être automatisé. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ça, justement, c'est que la convergence de ces technologies et l'explosion de la puissance de calcul et l'explosion des volumes de données et l'effondrement des prix va rendre ces technologies de plus en plus abordables et diffusées au sein des entreprises et de l'économie. Et c'est ce qui permettra, via le jeu de l'automatisation et de la connexion de ces systèmes, d'avoir des entreprises de plus en plus agiles, c'est-à-dire capables de réagir rapidement et à moindre coût à des changements de marché, permettra à des entreprises de faire diminuer ses coûts de production et de conception, et c'est ce qui et puis permettra aux entreprises aussi d'offrir des services de servicisation de produits, hein, le product as a service dont on a parlé tout à l'heure avec ces moteurs d'avion, et que c'est ces connexions de systèmes de plus en plus puissants et de moins en moins chers qui vont permettre d'adapter sans cesse l'offre aux besoins et de diminuer le segment de clients auxquels on s'adresse jusqu'à ce que le segment soit l'individu lui-même. Personnalisation de produits, personnalisation des relations, avec l'exemple que j'ai pu donner sur Air France avec MessageBird, ou personnalisation des usages et des services, avec ce que j'ai pu vous montrer sur ce que fait HP ou Rolls-Royce. Chaque client va devenir le centre du modèle d'affaires d'une entreprise. C'est ça l'impact de la personnalisation de masse. Et c'est selon moi l'élément fondateur de la diffusion de ce concept d'économie de l'expérience. L'expérience étant, je le répète, quelque chose de vécu, de mémorable et de personnalisé. Et c'est surtout l'axe de personnalisation qui compte. Alors, ça, ce sont des changements qui seront stratégiques. Stratégiques parce que c'est plus la même offre.
c'est plus le même produit, c'est plus les mêmes clients, c'est plus le même marketing. Ce sont des changements culturels parce qu'on ne travaille pas de la même manière et on ne travaille pas ensemble de la même manière selon qu'on fabrique un produit pour un marché ou selon qu'on fabrique des choses ultra personnalisées pour des clients finaux. Ce sont des changements structurels parce que bien souvent, ces expériences de product as a service, par exemple, c'est pas du Big Bang, c'est des petites organisations qu'on sépare un peu des entreprises. Michelin avait lancé il y a quelques années du pneu as a service avec la même logique, hein, qui était de dire, Monsieur le routier, je te propose un pneu que tu payes au kilomètre et je t'en assure la maintenance et le remplacement et le rechapement et le changement d'ailleurs entre les pneus hiver et été. Mais Michelin n'avait pas fait ça en transformant tout Michelin, il avait fait ça en créant une structure particulière adaptée à cette offre en parallèle du Michelin. Donc c'est quand même des changements structurels. Et puis, ça sera des changements durables, parce que je pense qu'on comprend tous que quand on aura un produit ou un service ultra personnalisé de la part d'une entreprise, bah, ça nous rend fidèles à cette entreprise. Finalement, si la personnalisation, si j'obtiens pour le prix du produit fait en masse un produit sur mesure, ben, pourquoi je changerais? Si je peux avoir un costume sur mesure au prix du costume prêt à porter, bah, je préfère le sur mesure. Donc, des questions à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut mettre le client au centre de son modèle d'affaires? Est-ce qu'il y a déjà des opportunités de personnalisation? Est-ce qu'on pourrait imaginer une offre qu'on commencerait à personnaliser ou un bout d'offre? Est-ce qu'on pourrait serviciser, si c'est français, des produits, c'est-à-dire les transformer en un service et ne plus les vendre mais les louer? Est-ce qu'il y a des opportunités de personnalisation des services? Plutôt que faire le même service pour tout le monde, comment est-ce qu'on peut faire pour l'adapter aux besoins de chacun de nos clients? Est-ce qu'on doit repenser le parcours client? Si on a ces idées et que on veut lancer ces expériences, quelles actions on engage? Et puis, comment est-ce qu'on en estime les bénéfices? Qu'est-ce qu'on en attend? Quelles sont les technologies qui vont pouvoir m'aider? Parce que tout ça, ça ne peut se faire que à base de technologie, puisque c'est la technologie qui va automatiser et fluidifier les informations et donc permettre de rendre un service économiquement efficace. Comment ça se déploie? Quels impacts sur le fonctionnement de l'entreprise, son mode opératoire, sa culture, comment est-ce qu'on va gérer le changement en interne, comment faire pour aider une entreprise à bouger d'une production de masse de produits vers une production ultra personnalisée. Euh, donc les changements seront importants, mais ceux qui en profiteront, moi je crois, établiront un avantage concurrentiel durable parce qu'ils ils fidéliseront leurs clients. Moi, je suis sur Cobuzz, pour vous parler de la musique. Je n'écoute plus que de la musique sur Cobuzz parce que c'est fine-tuné à mon goût et parce que j'ai les services qui correspondent à ce que j'attends. Et puis, d'ailleurs, que ce soit Cobuzz, Deezer ou Spotify, c'est le seul moyen pour ces entreprises de survivre parce que quand on a 40 millions de titres à faire écouter, ça ne sert plus à rien. Il faut guider l'utilisateur, il faut guider le consommateur dans la manière dont il peut profiter de ce service. Parce que mettre 40 millions, 100 millions ou 2 millions de morceaux, c'est pareil. Donc il faut personnaliser cette relation et cet usage du service de manière à le fidéliser. Pas pour conclure, moi je me demande, alors c'est une question de jour, si justement ces technologies vont pas nous permettre de voir la fin du paradoxe de Solow. Vous connaissez peut-être ce paradoxe, j'ai trouvé ça rigolo. Solow, c'est un économiste qui en 1987, et ça n'a pas été dédit depuis, disait c'est marrant, hein, on voit l'informatique partout dans les entreprises et de plus en plus, mais on ne la voit pas dans les chiffres de l'économie. Et de fait, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, hein, je vous ai reporté ici l'évolution du GDP, du PNB des États-Unis, de la France en bleu et de l'Allemagne en vert. L'évolution de ce GDP en moyenne annuelle sur les 30-50 dernières années,
c'est moins de 1,5%. Et pourtant, en 1970, il n'y avait pas d'ordinateur, hein. Le premier mainframe, c'est 1964. Et aujourd'hui, des ordinateurs, on en a partout, hein. On en a un ou deux au bureau avec des téléphones, des tablettes. Ben, la dépense informatique dans le monde, elle augmente. Aujourd'hui, on dépense à peu près 4 à 5% du PIB dans les technologies de l'information, qu'il s'agisse de services, de hardware, de software. Mais cette dépense, on ne la voit pas dans les chiffres de l'économie. On ne la voit pas parce que la productivité n'a pas plus augmenté. Enfin, on ne voit pas d'augmentation différente de cette productivité avant et après l'introduction des PC. Mais moi, je me demande si justement, bah, d'une part, avoir des technologies pour avoir 300 mails par jour, alors qu'avant, j'avais à traiter 20 messages, est-ce que c'est ça de l'augmentation de productivité? Est-ce que les technologies qui me donnent 4 chiffres après la virgule sur un coup de revient et qui me permettent d'estimer tous les scénarios que je veux et de contrôler les managers parce que j'ai accès à toutes leurs informations qu'auparavant, eux seuls étaient à même de connaître, est-ce que c'est ça de l'augmentation de productivité? Ça, on peut se poser la question. Ça pourrait expliquer pourquoi la productivité n'a pas augmenté avec l'investissement informatique. Mais surtout, on peut se dire que la puissance de ces technologies, l'automatisation des systèmes de production, de manufacturing, l'optimisation des supply chains et l'accélération de la mise sur le marché et de la conception de produits, c'est peut-être ça qui va nous permettre d'observer les gains de productivité qui étaient promis par l'informatique et qu'on n'a pas encore vus. C'est un peu toute la promesse de l'industrie du futur dont on entend beaucoup parler. L'industrie du futur, c'est quand même la connexion de tous ces systèmes, que ce soit des ERP ou des systèmes de Product Lifecycle Management ou des systèmes de manufacturing et de supply chain, qui vont fluidifier tellement l'information que là, pour le coup, on éliminera réellement les coûts à faible valeur ajoutée et qu'on optimisera tous ces traitements de l'information pour finalement réduire le coût de revient des produits et donc finalement augmenter cette productivité euh, dont on n'a pas encore observé l'augmentation. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait 46 minutes, donc je sais pas quelle heure ouais. Ah ben il est midi. Ouais. Super, il est midi. Alors Laurent, et on a eu quelques questions dans le chat. Si tu veux, Ouais. je te le retranscris. Ouais. Alors on avait Bruno qui demandait, alors je retraduis parce que quid de l'impact gaz à effet de serre, j'imagine GES et ressources. Alors c'était en lien avec une Ah oui, 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 bah slide. oui, bah ouais, Ouais. c'est sûr que non, mais effectivement, la loi de Moore, on double la puissance de calcul tous les 2 ans. Une des limites, c'est l'énergie qu'il faut mettre pour alimenter ces systèmes de calcul. Effectivement, quand je présente la loi de Moore en disant 2 puissance 32, 2 puissance 64, je ne tiens pas compte de la contrainte, de la disponibilité de l'énergie Eh nécessaire à oui. alimenter ces machines. Mm. Oui, Mm. oui c'est vrai, c'est clair. Et dans le même ordre d'idées, on a une question aussi de Christophe qui demandait quels étaient les impacts sur l'emploi et sur les exigences de formation. Ah, bah ouais, mais c'est un vrai enjeu politique, hein, effectivement. Bah, moi, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura un impact sur l'emploi, c'est sûr. Mm. Mm. Moi personnellement, hein, ce que je crois, c'est que ça sera bien, parce que je pense qu'il vaut mieux faire un job où je contrôle des machines plutôt que faire un job qui pourrait être fait par une machine. Mm. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que ça rendra les métiers pour chacun d'entre nous plus intéressants. Euh, mais effectivement, il va falloir former un certain nombre de personnes. Et puis pour certains d'entre eux, il y a certainement des jobs qui vont disparaître, hein. On parle Mm. tous des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de Mm. bus et des chauffeurs de camions. Il y a des premiers taxis autonomes qui sont testés aux États-Unis depuis plusieurs mois maintenant, hein. Oui, oui, il y a des impacts sociétaux, moi je pense, phénoménaux là derrière.
Euh, et puis pas que des impacts sur l'emploi, hein. Oui. L'exemple que j'ai exhibé sur Cambridge Analytica, c'est une réalité. Mm. Moi, je pense qu'il y a un risque politique quand même, hein. Puis Oui. on va peut-être s'en rendre compte dans les élections qui viennent, hein. Va voir ce que ça va donner, hein, les fake news, les photos faites. Ben, vous avez reconnu là, ça c'est un dessin qui, euh, c'est quoi ça? Voilà, à droite le costume là. Mm. Bon, ça se voit que c'est un dessin. Mais ça m'a pris 4 minutes de le faire. J'ai dit à ChatGPT, fais-moi une photo ultra réaliste. Bon, ça ne l'est pas encore tout à fait, mais quand même, on n'en est pas loin. D'un costume fait par des robots dans une usine. Boum, il me sort le truc. Là, la photo des graineries sur l'échiquier, ça, c'est du ChatGPT. Je lui ai dit, dessine-moi des graineries sur la 32e case d'un échiquier. Bah, honnêtement, on ne voit pas bien la différence avec une réelle photo, hein. C'est quand même super bien Mm. fait. Et puis, ça, c'est que ChatGPT, mais il y a Midjourney qui fait des Mm. choses Oui. incroyables, hein. On ne distingue plus la vraie photo de la fausse. Et je ne sais pas si vous avez entendu les dernières annonces, je parle encore une minute, Marie-Alix, je te coupe la chic, je vois que tu voulais parler. Vous avez vu, je ne sais plus quel est le nom de cette solution qui a été sortie par OpenAI, qui vous fait maintenant des films. C'est-à-dire, vous lui dites, dessine-moi une femme à Tokyo qui se balade la nuit et il pleut. Il vous fait le film et vous ne voyez pas. Vous voyez pas la différence, Mm. hein. Il y a des impacts nombreux sur. Il y a aussi cette solution là qui consiste à faire un film de Marie-Alix et puis traduire tout ce qu'elle dit en japonais et faire bouger ses lèvres sur le nouveau film, Mm. mais selon la prononciation qu'elle aurait dû avoir pour parler japonais. Tout ça, ça devient invisible. Et ça aussi, ça a des impacts majeurs sur certains métiers, hein. Le doubleur de cinéma, face à ça, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Apparemment, c'est la plateforme Sora. C'est possible? Ouais, Sora, ouais, c'est ce que j'ai Mm. entendu, ouais, Alors, pour les à films, là, ouais. propos de ce que vous disiez là, il se trouve que j'ai une amie finlandaise qui ne parle pas un mot de français et qui m'a envoyé une vidéo où effectivement elle parlait, elle s'adressait parfaitement dans un anglais un français parfait, Ouais, avec la seule chose qui était amusante, c'est de temps en temps, elle avait un accent méridional qui était en parfait décalage, ouais, enfin une pointe d'accent méridional qui était en parfait décalage avec le début du texte, mais c'était impressionnant. ouais. Oui. Il y a des choses sur lesquelles on ne saura plus distinguer le vrai du faux. Mm. Ça pose des vraies questions politiques, hein, et d'information. Et puis dans le monde de l'entreprise, oui, moi, je pense que les cols blancs, justement, vont être tous Oui. chamboulés, hein, par. Moi, je commence à travailler avec ChatGPT, hein. J'ai des articles à faire. Là où je mettais une journée avant, je mets 5 minutes. Après, je l'améliore. Mais j'ai quand même un premier jet qui me fait économiser un temps dingue. Et c'est un jet de très bonne qualité. Mm. Et tu as Bruno qui posait une question, quels sont les impacts pour les métiers commerciaux? Ah, Oui. il va falloir vendre ça. Il va falloir vendre cette vision, tu vois. Enfin, oui. Vendre un produit, c'est pas pareil que vendre un produit totalement personnalisé pour chacun. C'est pas le même marketing. On est un peu moins dans le solution selling. Faut communiquer sur ses offres. Non, ben, on le voit déjà, hein, dans le monde de l'automobile. Une voiture, c'est quand même déjà un produit hyper personnalisé, hein. Mm. Sur une chaîne de prod, il n'y a pas la même voiture entre deux voitures qui se suivent. Mais il y a déjà une personnalisation à outrance. Mm. Et ça se vend très bien, et les métiers de la vente ont su faire. Maintenant, regarde, quand tu vends un moteur d'avion, c'est plus la même chose que de vendre le moteur ou de vendre son service, Mm. hein. La vente de software as a service, elle a complètement changé la relation client. Parce que tu bouges d'un monde où avant tu vendais une licence et tu essayais d'en vendre 1000 d'ailleurs, parce que une fois que c'était acheté, tu ne pouvais pas s'en défaire.
tu bouges de ce monde-là vers un monde où tu loues les licences. Et donc, si l'utilisateur ne les utilise pas, ces licences, il se désabonne. Donc, il faut que tu établisses une relation client en mode as a service qui n'est plus la même que la relation client qu'on pouvait établir quand on vendait la possession du logiciel. Donc, le product as a service va avoir un impact sur la relation client. Il ne s'agira plus que de vendre. Il faudra vendre et s'assurer que le client est satisfait pour qu'il continue son abonnement. Et d'ailleurs, non seulement qu'il soit satisfait, mais qu'il en voit tellement la valeur qu'il veuille acheter un peu plus, peut-être un autre périmètre d'activité. Donc la relation client, ça ne va plus être qu'une relation de vente, ça va être une relation de satisfaction du client et de mise en évidence des impacts positifs de la solution que je lui vends sur son propre business à lui. Ça, c'est un changement important. D'ailleurs, tous les éditeurs de logiciels aujourd'hui, comme ils bougent tous vers un monde software as a service, s'équipent ou créent des équipes de Customer Success Executive, dont l'objectif est de s'assurer que le client qui a souscrit à une offre as a service en tire tous les bénéfices pour qu'il ne se désabonne pas. Donc, la relation client, ça n'est plus que de la vente et de l'avant-vente, c'est aussi de l'après-vente. Tout ça se mélange. Alors, ça dépendra, ça va dépendre des offres, hein. Mais effectivement, dans la servicisation des produits, toutes les boîtes qui vont faire du product as a service vont devoir s'intéresser à la satisfaction client bien plus qu'elles ne le faisaient avant. Très clair. Merci beaucoup, Laurent. Je crois qu'on a à peu Bon, près fait le tour ok. des questions que j'ai vues passer sur le chat. On peut éventuellement prendre une ou deux questions à la volée Ouais, très et bien. sinon, c'est dire au revoir. Alors, est-ce que quelqu'un aurait encore une dernière question pour Laurent? Non, pas particulièrement. C'est que tout était extrêmement clair et bien expliqué. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Bah, c'était hyper intéressant. Enfin, je m'exprime. Alors, il y a eu de nombreux merci sur le chat, Laurent, Ok. que je te retranscris. Ouais. De nombreux feedbacks extrêmement positifs. Mais un grand merci pour ta pédagogie sur ce Bon. sujet qui est complexe et en perpétuel Ouais. renouveau. C'était passionnant. Merci Bon, beaucoup, très bien. Laurent. Et my Et pleasure. Et puis, vous avez mes coordonnées hein, dans voilà. les slides là. Donc, si vous voulez m'envoyer On un vous mail ou si vous voulez. on vous enverra aussi le replay d'ici. Donnez-nous une petite semaine, voilà, pour vous l'envoyer. Et bien sûr, Laurent, tu seras en copie, comme ça vous aurez le mail de Laurent. Bon, très bien. Merci beaucoup Merci à à tous. tous. Bonne Bonne journée. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde.